On pensait que c'était le personnage le plus fou, le plus bizarre de l'univers de Digital Circus, mais il se révèle finalement être le personnage avec le plus de sang-froid de l'œuvre. Je vais vous parler évidemment de Kinger dans cette review de l'épisode 3 de The Amazing Digital Circus. Bon voilà, cette série je vous la présente plus, on est déjà à l'épisode 3, un an après l'épisode 1 et 4 mois après le deuxième. On sent que la série n'était pas prévue pour faire voilà, une série en entière et que donc on peut considérer que 4 mois c'est plutôt le nouveau timing pour l'épisode je pense. On peut s'attendre au prochain épisode en début d'année 2025, mais pas avant à part s'il y a des épisodes sur Noël, mais bon ça m'étonnerait quand même. Il est sorti à une date assez intéressante parce que c'était dans la nuit qui précédait la Paris Manga où était l'équipe VS de Digital Circus, donc j'ai pu les rencontrer, j'ai pu faire une offrande pour les funérailles de Kofmo, et voilà, c'était une équipe super sympathique, et voilà, c'était un bon moment de découvrir qui se cache derrière la voix VF de la série, que du coup je suis en VF, parce que la VF est très bonne, la VO je l'avais vu pour l'épisode 1 était très sympa aussi, mais vraiment la VF a ce petit truc en plus, donc franchement, je vous conseille de regarder ça en VF, c'est un grand plaisir. Concernant l'épisode, c'est un épisode qui va se concentrer dans un manoir, le manoir de Milden Hall, et son mystère. On va donc commencer l'épisode juste avant un peu tranquillement avec Pomni qui nous montre comment elle change de couleur quand elle respire pas. Bref, ça a son petit intérêt pour la suite, mais c'est très histoire de dire, histoire de faire un petit mème, on va dire, dès le début de l'épisode, mais rien de plus. Hein. C'est voilà, c'est pendant une minute on a ça, c'est un peu marrant. On rentre dans l'ambiance un peu tranquillement, on va dire. On s'attend pas à rentrer dans un manoir terrifiant, en fait. Mais au bout de 2 minutes, on rentre dans ce manoir qui a globalement 2 voix, la voix easy et la voix compliquée. Le problème c'est que Pomni a un problème de deuil qui sort d'elle, et ce problème de deuil qui sort d'elle va faire qu'elle va suivre le fou du bus, Kinger, dans la voie difficile de ce manoir. Les autres iront dans la voie facile, qui se révèle être vraiment facile pour le coup, mais ça on le saura par la suite. En dehors de cette mission, on a une grande discussion entre parenthèses entre Zooble et Kane. Je dis entre parenthèses parce que comme d'hab, Kane est lunaire dans ses réponses, mais on aura quelque chose d'assez intéressant par la suite à propos de cette discussion qui montre que on peut imaginer ce que ressent un peu Kane dans cette situation, mais aussi celle de Zooble du coup, c'est ce qui était intéressant. On comprend un peu plus le personnage de Zooble en fait dans cet épisode, ainsi que du coup le personnage de Kinger, donc on se concentre vraiment sur ces personnages qu'on n'a pas l'habitude de vraiment voir parler, donc ça c'était cool. À moins de Jax, même si j'adore Jax, c'est bien de découvrir les personnages un peu secondaires on va dire, mais qui restent dans le casting principal. Donc voilà, c'est un bon épisode pour ça, et je pense qu'il a toute sa place dans la série, rien que pour ces parties là, parce que globalement ouais cet épisode ça va être concentré sur Pomni toujours évidemment avec sa protagoniste, et Kinger qui semble au premier abord totalement fou, qui va se révéler vraiment être doté d'un énorme sang-froid quand il est face à la folie, face à l'horreur. Alors moi ma peur avec c'est que cet soit vraiment qui se base un peu sur l'horreur, un peu comme un Five Nights at Freddy's. Mais franchement, j'ai trouvé que l'horreur était largement acceptable, genre là ce qui est censé faire peur fait peur quand on est petit, donc peut-être que les petits qui sont dans la série vont avoir un peu peur rapidement des quelques mini screamers, mais d'un autre côté c'est pas des screamers qui sont vraiment qui arrivent d'un coup. Ouais, c'est des screamers où on s'attend à voir, et puis ils sont pas très non plus, ça prend pas tout l'écran, c'est plus un screamer vocal globalement que un screamer visuel quoi. Et franchement j'ai trouvé que c'était bien géré à ce niveau là, parce que moi je déteste tout screamer, tout ce qui est voilà un peu facilité dans l'horreur. En fait il y en a tellement un moment que de bruit qu'on sait que ça va arriver, et que c'est juste voilà drôle, et que ça fait pas très peur, enfin ça fait même pas peur on va dire, c'est juste voilà, c'est pour accentuer un peu sur le côté horreur, on est comme dans un manoir hanté, je pense que ce sera peut-être l'épisode le plus horreur on va dire de la série, mais franchement pas de quoi avoir peur. Donc c'est cool, je pense qu'il s'adapte aussi au fait que c'est une série qui marche beaucoup aux côtés des enfants, donc ça peut en fait plaire à tout public, mais je veux dire, pas gâcher ce public là pour un épisode, faire un peu du Five Nights at Freddy je me dis, et puis moi je suis content parce que ça permet de développer une histoire intéressante, autre que voilà faire peur ou je sais pas quoi, et je trouve ça cool. Donc en fait tout ce qui va se passer dans ce manoir ça va être concentré sur une sorte de cassette d'une personne un peu décédée, voilà, qui a vécu des choses, qui fait vraiment comme si c'était un truc assez horrifique qu'il a vécu. Et puis en fait ce qui est marrant c'est que de l'autre côté on a l'autre pièce chill avec du coup la femme du défunt qui est elle aussi une fantôme, mais elle ils prennent le café tranquille, le thé, et voilà c'est tout ce qui se passe dans cette deuxième pièce, voilà. Mais voilà cette pièce on va vraiment la survoler en une minute, on va vraiment se concentrer sur Kinger et Pomni. On va un peu en apprendre plus sur Kinger, on va savoir qu'il est vraiment été là à l'arrivée de Amazing Digital Circus, donc du jeu programmé par Kane globalement, il y a plus trop de doute là-dessus. Je dis qu'il y a plus trop de doute là-dessus parce que on sait que c'est lui qui imagine l'émission, et que lorsque Zooble le met dans ses contradictions et lui dit que c'est
ses aventures, elle a pas envie de les faire, c'est pour ça qu'elle est pas dans le manoir, c'est qu'elle a littéralement boycott la mission, quoi. Et bah du coup, elle se permet d'interroger à son tour. Au début, c'était Kane qui interrogeait Zooble, parce que Zooble n'allait pas dans le ils se demandaient pourquoi, alors que c'est des missions vraiment incroyables et tout. Elle lui dit que c'est pourri, et lui, ça le rend fou, parce que il dit, et c'est la seule chose que je sais faire. Et après, il commence à bugger. On constate vraiment que c'est un peu le développeur qui se dédie à une tâche, à son jeu vidéo, jusqu'au bout, qui accepte aucune critique. C'est pour ça qu'il a l'esprit autant lunaire, c'est qu'il est en train d'imaginer sa prochaine mission, quoi, globalement, j'ai l'impression. Et on peut se demander, voilà, le lien qu'ont Zooble et Kane pour alors ce genre de discussion aussi, ce sera intéressant de savoir. Peut-être que vraiment c'est un mec fou et que c'est pas Zooble sur sa famille, on ne sait pas. Vraiment, je pense que ça va être très intéressant comment ça va se terminer cette série, si on le sait un jour, qui se cache derrière Kane, qui se cache derrière Zooble, qui se cache derrière Pomni, qui se cache derrière Jax. Donc Giga va continuer à se révéler un petit peu, on va apprendre que voilà, sa femme était aussi dans le projet un peu Digital Circus, mais que voilà, on sait pas trop, mais on s'imagine qu'elle est un peu décédée d'une certaine manière. Et voilà, on sait que voilà, c'était un peu, on sait pas si c'est vraiment un personnage vraiment qui a été vivant ou pas, femme de Kinger, mais en tout cas qui a une importance sur son mental, littéralement, et que voilà, ce côté peut-être fantôme, on va dire, qui parle de sa femme, etc., ça le rend plus calme, ça le rend plus posé, et c'est lui qui va prendre toutes les décisions en fait importantes pour sortir de cette pièce. Donc voilà, en fait, on va vraiment un Kinger maximum de ses capacités, je veux dire sans être fou, et on va se rendre compte que c'est quelqu'un d'extrêmement gentil, d'extrêmement protecteur, notamment avec Pomni. Il va tout faire pour la protéger. On peut s'attendre au début à voilà, qu'on le connaisse, on dit c'est bizarre qu'il réagisse comme ça, qu'est-ce qui se passe? En fait, on comprend que voilà, c'est dans la folie qu'il arrive à retrouver son calme. Et je trouve ça intéressant comme type de personnage, parce qu'on n'en voit pas tellement. Et voilà, j'ai trouvé ça très touchant, comme ces discours qu'il a eu, les actions qu'il a faites. C'était vraiment l'épisode pour le mettre en avant, et ils ont bien réussi à faire ça, donc c'est très cool. Malheureusement, quand on va ressortir de cette mission, Kinger va revenir comme avant. On peut même plus se rappeler de ce qui s'est passé dans cette mission. Donc voilà, c'est très particulier. Est-ce qu'il cacherait son jeu devant Kane potentiellement? Parce que je sais pas si Kane peut voir ce qui se passe dans leur mission, vraiment, genre ce qu'ils disent, etc. Peut-être qu'il y a un truc de ça aussi. Comme si en fait ce serait un développeur qui laisserait à ses joueurs un jeu vidéo, il peut pas les filmer tout le temps, il peut juste voilà, programmer ce qui va se passer dans le truc, mais je veux dire, il peut pas, par s'il tweet sur Twitter que le jeu est bien ou pourri, il faut jamais être avec le développeur à part pour des playtests, quoi. Après, c'est peut-être des playtests un petit peu ces missions dans différentes actions, mais en tout cas, c'est assez voilà, intriguant cette question de ce que Kane peut savoir ce qui se passe littéralement pas. Par ça, on n'a pas grand chose d'autre à dire. C'est un très bon épisode, un peu de transition, je dirais, vers l'épisode 4 qui va être débordant en révélation, je sais pas pourquoi. Je pense que l'épisode 4 va être vraiment majeur dans ce qui va se passer, et voilà. Mais en tout cas, c'est pas un épisode qui est en dessous des autres ou je ne sais pas quoi. Il y a plein d'idées de réalisation qui permettent de faire une production qui tient la route sans pour autant être voilà, un truc aussi incroyable, aussi dynamique que peut-être l'épisode 1, je dis, comme peut-être une différence entre l'épisode 1 et l'épisode 2, je sais pas comment le décrire, mais peut-être que c'était vraiment trop dynamique au épisode 1 en termes de réalisation. Là, c'est plus posé, mais c'est pas gênant, donc c'est un très bon épisode globalement, qui raconte plein de choses, et j'espère qu'il vous a plu. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, et ce que vous entendez pour la suite, vos théories. Moi, je pense que l'épisode 4, en tout cas, sera majeur dans les épisodes de Circus, donc on verra ça ensemble. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous voulez plus de contenu sur Digital Circus. Je vais faire d'autres reviews sur les prochains épisodes, logiquement. Mais aussi je parle d'anime et de manga et de jeux vidéo, donc un peu tous les thèmes de Digital Circus, parce que Digital Circus lance un manga également qui va sortir dès demain, le 21 octobre 2024, donc voilà, j'arrive pile dans les timings pour vous dire ça. Bref, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, c'était Paul, salut!